Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles, mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies ou crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur cette réglementation européenne qui continue d'avancer. Nous parlons évidemment du texte MiCA, mais aussi du texte TFR. Comment les plateformes françaises PSAN vont-elles pouvoir se mettre au diapason de la nouvelle réglementation européenne? C'est la question que nous poserons dans un instant à Antoine Collet, Head of Compliance chez CoinHouse. Nous enchaînerons ensuite avec des sujets juridiques, mais surtout fiscaux, puisque dans Enjeux Patrimoine, nous nous demanderons quelles sont les évolutions en matière d'impôts, des évolutions qui concerneront parfois simplement une adaptation à l'inflation actuelle, mais parfois aussi des évolutions en ce qui concerne l'utilisation de nouvelles technologies, par exemple pour détecter des piscines dans certains départements en France, nous l'avons vu cet été, ou alors lorsque l'on veut céder ou transmettre son entreprise, notamment en utilisant le pacte Dutreil. Nous parlerons de ce qui évolue, mais également de ce qui n'évolue pas, avec Pierre-Elliott Blum, avocat fiscaliste associé au sein du cabinet BD Bello, mais aussi Frédéric Poilpré, directeur ingénierie patrimoniale, le 29H chez Société Générale Private Banking, mais également membre du cercle des fiscalistes. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous dédié aux crypto-monnaies, aux crypto-actifs de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence aujourd'hui, nous revenons sur les textes MiCA et TFR, non pas pour les décortiquer, mais pour comprendre ensemble comment les plateformes françaises vont devoir s'adapter à ce texte européen et si les évolutions vont être de grandes évolutions ou simplement de petites adaptations. Des questions que nous allons poser à Antoine Collet, Head of Compliance chez CoinHouse. Bonjour Antoine Collet. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de comprendre ensemble ces évolutions des acteurs PSAN. On va se concentrer sur les PSAN, ceux qui sont déjà, j'ai envie de dire, au diapason de la réglementation française et de l'AMF sur le sujet. On note qu'il y a des évolutions réglementaires au niveau européen. Donc, si je ne dis pas de bêtises, MiCA a été adopté par la Commission économique du Parlement européen le 10 octobre dernier, ce qui laisse entendre que le texte devrait être adopté de manière officielle par le Parlement européen, mais ça n'est pas encore tout à fait le cas aujourd'hui. TFR devrait être adopté dans la lignée également. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour des acteurs français déjà au diapason d'une réglementation française ? Alors pour être tout à fait précis, je pense que c'est attendu depuis pas mal de temps et effectivement, en tout cas la dernière mouture de texte qu'on a pu obtenir à la suite de ce vote début octobre apporte de nombreux changements qui étaient prévus pour certains, d'autres un petit peu plus curieux et qu'on attendait moins. D'accord. Et dans tous les cas, c'est deux textes fondateurs qui vont réorganiser un petit peu la façon dont les cryptos sont proposés au public européen. Alors qu'est-ce qu'on attendait déjà, qu'est-ce qui n'a pas changé et ensuut on ira sur ce qu'on attendait moins. Oui, tout à fait. Alors dans les choses qu'on attendait évidemment et pour lesquelles on a œuvré à travers nos associations de place, il y a tout un ensemble de règles qui concernent les CASP, dont l'équivalent PSAN au niveau européen. Les Crypto Asset Service Providers, c'est ça ? Exactement. Donc il reprend effectivement l'ensemble des services sur crypto qu'on fournit aujourd'hui en France, déclinés dans un texte européen. Les règles, on va dire, de gouvernance, les règles de sécurité des fonds, des règles de cybersécurité aussi sur l'infrastructure des systèmes sont quasiment majoritairement reprises et sur ça, pas de grande surprise. Oui, reprise par rapport au texte précédent, reprise par rapport à la législation française, parce qu'on entend souvent aussi que comme la France avait peut-être la législation la plus dure au niveau européen, quand on a harmonisé au niveau européen, finalement, on s'est un peu inspiré du texte français. Alors un peu, je dirais beaucoup. Beaucoup, d'accord. Ouais. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour les acteurs français. Tout à fait. Ça nous donne peut-être une petite longueur d'avance par rapport à nos collègues européens. La France a été d'une impulsion, je dirais, fondamentale en fait dans l'émergence de ce texte MiCA. On a fait cette gap analysis, donc ce travail de démarquage entre qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui ne l'est pas entre la France et l'Europe chez CoinHouse. Et effectivement, on a retrouvé quasiment tous nos bébés. D'accord. Il y a peut-être plus de 95% du texte qui est fortement inspiré du régime PSAN français. Donc ça veut dire que quand on est PSAN, on est CASP sans trop se poser de questions ? Alors, si on est un bon PSAN et si on est un bon PSAN agréé... Ah d'accord, donc pas enregistré, agréé. On a toutes les chances... Il n'y en a pas encore aujourd'hui ? Non, pas encore. On a toutes les chances de décrocher l'agrément CASP. Donc, d'accord. Dans le cadre de MiCA,
attend. Et d'ailleurs, c'est une vraie question. Ça, quand on parle de CASP, alors quand on parle de PSAN, il y a un enregistrement PSAN et un agrément PSAN. Aujourd'hui, quand on parle de PSAN, ils sont enregistrés PSAN. Coinhouse est enregistré PSAN. Il n'y a pas encore d'agrément PSAN puisque ça va encore plus loin, notamment en lutte, en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ou autre. Enfin, j'ai pas tous les détails, mais on a fait une émission sur le sujet sur Smart Patrimoine. Quand on va parler de CASP, on va également parler d'enregistrement et d'agrément, ou il y aura qu'un agrément pour le coup? Alors, il y aura qu'un agrément. D'accord. Ouais. Le régime le moteur à 2 vitesses, c'est très français. Il a fallu faire un produit d'appel, j'ai envie de dire, une sorte de bac à sable en fait de la part du régulateur français pour avoir cette soixantaine de PSAN aujourd'hui. On n'en aurait pas autant si c'était un régime d'agrément obligatoire pour tous. Donc ça a été parce que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, il y a plus d'exigences, notamment en termes de protection de la clientèle et d'informations à fournir à nos clients, en termes de cybersécu. Et les règles de démarchage ne sont pas du tout les mêmes. Vous ne pouvez pas démarcher des clients quand vous n'êtes pas agréé. D'accord. C'est vraiment un régime à 2 vitesses. Et alors, ça veut dire que là, si je reprends les enregistrés PSAN aujourd'hui en France, on va aller d'abord vers un agrément PSAN, selon vous, avant d'aller vers un agrément CASP, ou on va passer directement par la case CASP? Alors, je vais reprendre les mots de Robert Ophel, le directeur de l'AMF, le président de l'AMF, qui a récemment exhorté les acteurs PSAN à venir s'agréer en amont de MiCA. Je pense que c'est la marche à suivre pour pouvoir avoir cette visibilité française dès la sortie de MiCA avec l'ensemble des PSAN français agréés MiCA. Bon, je rebondis sur les réponses que vous avez faites. Vous avez dit que c'est à 95% pareil, qu'il y avait également dans le texte des choses que vous anticipiez un peu moins. Qu'est-ce qui fait du coup quand même qu'il va y avoir une nécessité d'adaptation des acteurs français au niveau de la réglementation européenne? Alors, il y a un ensemble de règles qui nous concernent moins dans le cadre du business de Coinhouse concernant les stablecoins, ces fameux actifs numériques qui sont adossés à des monnaies fiat, dollars, euros, etc. Les règles ont un petit peu changé à la dernière minute. Rien de bien surprenant parce que en fait, c'est un sujet qui touche à la souveraineté monétaire et forcément le législateur est très attentif à ça. Bien sûr, il y a le sujet souveraineté monétaire et puis il y a on se souvient de Terra Luna par exemple, et donc il y a peut-être un peu plus d'angoisse au niveau des politiques sur le sujet. Oui, tout à fait. L'affaire Terra Luna, donc l'affaire de ces stablecoins algorithmiques qui se sont emballés à la suite de différents signaux, etc. Je pense que ça a été pris en compte. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, le stablecoin va devoir être extrêmement régulé de sorte que vous soyez sous-jacent euro, par exemple le ROC qui est sorti il y a pas longtemps, on va vous demander de venir vous établir en Europe et être assujetti à une entité, une autorité française ou européenne dans le cadre de cette supervision. Donc ça veut dire qu'on ne pourra pas faire de sous-jacent euro, de stablecoin sous-jacent euro si on n'est pas domicilié en Europe? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Alors qu'à la différence pour le dollar, étant donné que l'hégémonie américaine est de ce côté du continent, les acteurs pourront continuer à le faire. Se pose du coup un deuxième sujet, celui de la reverse solicitation, c'est-à-dire le fait d'adresser en dehors de l'Europe des clients français ou européens, et comment les règles s'activent à ce niveau-là. Et là, c'est encore une pseudo-déception, on va dire, dans le cadre de MiCA. On souhaitait chez Coinhouse un règlement plus fort qui permette de mettre des barrières pour les acteurs étrangers qui venaient commercialiser leurs produits de manière un petit peu sauvage. Et ce texte qu'on a poussé en interne n'est pas totalement sorti dans la version à laquelle on aspirait et qui va laisser à l'ESMA le rôle de publier des guidelines à ce niveau-là. Alors on va revenir sur les stablecoins après, mais sur cette reverse solicitation, c'est un vrai sujet pour les acteurs français ou européens. Ça veut dire que si on veut par exemple faire de la publicité, il faut être agréé PSAN aujourd'hui ou CASP demain, si on veut faire de la publicité adressée aux clients européens, alors que on peut, si on est un acteur hors du continent européen, faire de la publicité détournée, c'est-à-dire ne pas aller chercher directement les clients sur des sites français, mais potentiellement sur des sites hors européens. Et là, pour le coup, il y aurait une sorte de concurrence déloyale. C'est ça le sujet, si on caricature un peu pour ceux qui nous écoutent? Autant caricaturer, c'est plus simple. Grosso modo, la reverse solicitation, c'est de dire le client européen est venu me chercher moi-même. D'accord, ouais. Je ne l'ai pas sollicité. Or, en fait, le fait est, c'est que à travers les réseaux sociaux notamment, vous pouvez trouver des pubs très nombreuses d'acteurs qui ne sont pas enregistrés en France ni dans le reste de l'Europe et qui en fait vont adresser indirectement le marché français et ensuite prétendre qu'ils ont été contactés par le client européen pour se dédouaner de la réglementation. Mais s'il y a une publicité qui est adressée sur les réseaux sociaux, donc elle est adressée directement, pas indirectement. Tout à fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a un cadre, on va dire, répressif et de sanctions de la part des régulateurs qui n'est pas totalement formalisé, qui n'est pas du tout unifié au niveau de l'Europe. Donc en fait, ils ont beaucoup de mal à adresser ces acteurs qui opèrent de manière un peu sauvage sur le continent. Donc finalement, ce serait quoi? Ce serait un manque à gagner ou une concurrence déloyale vis-à-vis de ceux qui auraient joué le jeu de l'agrément et qui seraient sur le sol européen, c'est ça? C'est le cas de Coinhouse qui, depuis le début, donc premier acteur enregistré en France, suit le jeu de la règle et se voit dans une compétition avec des acteurs qui ne respectent pas les mêmes règles. Alors, autre question justement sur cette réglementation, et je reviendrai sur les stablecoins après, j'ai pas oublié cette partie-là, mais à partir du moment où on va avoir au niveau européen une réglementation fixe, ce qui devrait être le cas, ça veut dire qu'on va normalement avoir
un terrain de jeu plus grand pour les acteurs français, mais plus de concurrence sur le sol français aussi, puisqu'il y aura la concurrence potentiellement d'autres acteurs européens dans un premier temps, et surtout d'acteurs qui ne sont pas allés sur le marché des cryptos jusque-là, parce que la réglementation n'était pas encore stabilisée. Ça veut dire qu'on devrait se retrouver dans un marché plus concurrentiel demain ? Alors, je pense que c'est l'objectif, puisqu'en fait, ça signifie surtout un marché qui rassure du fait que les règles sont uniformes d'un pays à l'autre, et c'est ce qui fait la force de l'Union européenne. Ensuite, j'ai envie de dire, les acteurs qui sont là depuis plus longtemps ont forcément un train d'avance, une expertise plus mature à proposer à l'ensemble de ses clients, donc on ne voit pas du tout ça d'un mauvais œil côté CoinHouse. Très simplement, la réglementation européenne comme elle est actuellement, elle va porter le secteur des cryptos ou elle va étouffer le secteur des cryptos selon vous ? Parce qu'on peut lire les deux, hein, ça dépend de qui donne une interview et quels sont les intérêts de chacun. Oui, bien sûr. Au niveau de CoinHouse, on perçoit ça comme une opportunité puisque on lève un petit peu le débat et on voit surtout des fortes tendances d'influence entre le bloc américain et le bloc asiatique. Le fait que l'Europe dispose d'un vrai cadre uniforme, c'est une réponse au niveau mondial. Donc, parce qu'il n'y en a pas aux États-Unis de cadre aujourd'hui. Le président Joe Biden a émis des ordonnances récemment pour essayer de donner des guidelines. La SEC, donc l'autorité américaine, sanctionne très fréquemment des acteurs, donc on comprend que le cadre se dessine, mais un petit peu à coup de marteau. Nous, en France et en Europe, c'est plutôt à la plume pour l'instant. Donc il y a une vraie réponse à apporter. Donc on voit vraiment cette initiative d'un bon œil de notre point de vue. Alors je reviens sur les stablecoins rapidement, puisque on a souvent entendu dans l'écosystème crypto que le stablecoin euro le plus crédible, en tout cas le plus connu, était émis par un acteur américain. Ça veut dire qu'on ne pourra plus avoir de stablecoin euro émis par un acteur américain ? Cet acteur américain devra venir sur le sol français ou européen et être assujetti aux mêmes règles que nous lorsqu'il voudra les mettre. Lorsqu'il voudra les mettre sur le sol européen ou sur le sol européen. Sur le sol européen, donc il pourra toujours avoir un stablecoin euro vendu aux États-Unis, par exemple. Je pense que ce serait assez malvenu de faire ça, et puis je me demande quelle est la vraie demande qu'il y a derrière, tout simplement. Ok, non mais c'est pour clarifier, effectivement, pour comprendre. Dernière question, non plus sur Mika, mais sur TFR. Alors le sujet sur TFR, c'était de lever un certain nombre de pseudonymats, finalement, dans les transactions lorsqu'on est acteur crypto, puisqu'il va y avoir maintenant l'obligation de partager des informations entre émetteurs et bénéficiaires, enfin qui concernent l'émetteur ou les bénéficiaires, et surtout évidemment de bloquer les transactions dès qu'il y a le moindre soupçon de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme. Là, pareil, ça va changer beaucoup de choses pour les acteurs français ? Oui. Là, très clairement, à la différence de Mika qui ressemble un peu au cadre français du PSAN et de l'agrément PSAN, pour TFR, c'est assez nouveau, ça ressemble beaucoup à ce que la finance traditionnelle fait déjà. Pourtant, dans le cadre de la blockchain, on a souvent l'idée d'un wallet anonyme et d'échange de valeurs entre wallets anonymes. TFR va grosso modo ordonner un peu tout ça et rendre beaucoup plus transparentes les identités des personnes qui s'échangent des cryptos dès lors que ceux-ci utilisent des wallets hébergés chez des PSAN. D'accord. Là, il va y avoir une légère différence selon que votre wallet, vous l'avez chez vous sur votre ordinateur, sur un MetaMask, etc. ou si vous êtes chez un acteur enregistré comme CoinHouse. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les 60 PSAN français dont on parlait tout à l'heure vont devoir demander à chacun des titulaires des comptes nom, prénom, carte d'identité et autres pour qu'ils puissent continuer à effectuer des transactions ? Alors c'est déjà le cas dans le cadre du KYC, donc de l'ouverture du compte et de l'onboarding, de la création d'un wallet chez ces acteurs enregistrés. Demain, effectivement, il va y avoir des vases communicants entre deux PSAN qui vont devoir se transmettre les informations de l'originaire et du bénéficiaire, les confirmer et ensuite effectuer le trade. Bon, ce qui arrive dans chaque virement bancaire classique entre deux banques. Exactement. Mais ce qui n'était pas le cas dans le monde des cryptos jusqu'à présent. C'est une révolution pour les crypto-maximalistes, on va dire, et c'est quelque chose d'inéluctable et qu'on attendait tous pour les gens qui, comme moi, viennent de la finance traditionnelle et qui connaissent tout à fait les règles actuelles sur le protocole SEPA en Europe. Merci beaucoup Antoine Collet d'être venu décrypter avec nous cette réglementation et l'adaptation des PSAN en matière de réglementation européenne. Je rappelle que vous êtes Head of Compliance chez CoinHouse. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine qui va se demander quelles sont les évolutions en matière d'impôts en cette rentrée 2022, même si on n'est plus tout à fait au moment de la rentrée, mais nous sommes surtout au moment des discussions en matière de projet de loi de finances 2023, ce qui nous amènera à évoquer peut-être aussi des éléments qui auraient été votés lors du projet de loi rectificatif, cette fois-ci pour 2022 en matière de fiscalité. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Pierre-Elliott Blum, avocat fiscaliste associé au sein du cabinet BD Bello. Bonjour Pierre-Elliott Blum. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons également le plaisir de recevoir sur le plateau Frédéric Poilpré, directeur ingénierie patrimoniale au sein de l'équipe Le 29H, au sein de Société Générale Private Banking, mais aussi membre du Cercle des fiscalistes. Bonjour Frédéric Poilpré. Bonjour. Bienvenue à tous les deux sur le plateau de Smart Patrimoine. On va essayer de faire preuve d'un maximum de pédagogie sur des sujets fiscaux qui nécessitent parfois et même souvent un peu de pédagogie.
logis. On va commencer avec vous, Pierre-Elliott Blum, avec un sujet assez simple. Quand on parle d'évolution en matière d'impôts, on regarde le barème d'imposition qui a été revu à la hausse en lien avec l'inflation. Ça, c'est une certitude pour le coup. Le risque, c'était quoi, Pierre-Elliott Blum? C'était de payer plus d'impôts parce qu'on changeait automatiquement de tranche d'imposition si on avait des augmentations de salaire et que le barème d'imposition n'était pas automatiquement lui aussi revalorisé? C'est exactement ça. Le gouvernement, suite à l'inflation du coût de l'économie et du coût de la vie, avec une augmentation de l'ordre de 5,4 points, a augmenté corrélativement le barème de l'impôt sur le revenu afin de limiter l'impact en matière de fiscalité sur l'éventuelle augmentation de salaire, avec on voit les primes d'inflation notamment dans certaines entreprises qui auraient pu avoir des conséquences assez importantes pour les contribuables et les plus petits contribuables. Et alors, ça amène une question, et je préfère la poser tout de suite, comme ça au moins ce sera clair. Est-ce qu'on paye plus d'impôts quand il y a de l'inflation, Pierre-Elliott Blum? Tout dépend si la fiscalité suit le taux de l'inflation. D'une manière générale, c'est un petit peu le cas, c'est-à-dire que si on a les salaires qui augmentent mais que le barème progressif n'augmente pas, on va être amené à payer un peu plus d'imposition parce que corrélativement, on monte dans les tranches. Inversement, si, comme le fait le gouvernement et qui tente de limiter l'impact en matière de fiscalité, suit le taux de l'inflation, on devrait aboutir à une situation équivalente, voire même à payer un petit peu moins d'impôts pour certains contribuables qui n'auraient pas eu la chance d'avoir une augmentation de salaire. C'était ma prochaine question, effectivement. Si on a les tranches qui augmentent, enfin en tout cas le barème qui augmente, mais qu'on n'a pas eu d'augmentation de salaire, ça veut dire qu'on peut potentiellement payer un peu moins d'impôts. Exactement. Et d'ailleurs, il y a un exemple assez concret qui est donné par certains fiscalistes. Sur un salaire avec un contribuable seul de l'ordre de 3 000 € par mois, on se rend compte aujourd'hui qu'avec l'augmentation du barème à l'impôt sur le revenu proposé par le gouvernement, on aurait un salaire qui serait une imposition qui serait équivalente à celle d'aujourd'hui. Inversement, si on n'a pas d'augmentation de salaire et qu'on a un salaire qui est équivalent de l'ordre de 3 000 € qu'il l'était auparavant, on peut avoir une baisse d'imposition de 300 € à peu près sur une année. Alors, autre question sur les évolutions en matière de fiscalité, mais qui va concerner plus les propriétaires fonciers, Frédéric Poilpré. Deux sujets sur les propriétaires fonciers. Déjà, il y a une hausse de la taxe foncière. Alors, je lisais qu'on était globalement à une hausse de 5% environ dans les 200 plus grandes villes françaises. Là, pour le coup, on va payer plus d'impôts quand on est propriétaire. Oui, on va payer plus d'impôts avec cette hausse, en effet, des impôts locaux. Et puis, il y a aussi cette réforme qui c'était un test, ça a été testé en 2019, ça a été déployé en 2021 sur 9 départements et à compter de septembre, là, ça va être généralisé sur l'ensemble du territoire. En fait, l'administration s'est dotée grâce à l'intelligence artificielle et puis des grosses bases de données, cette capacité à aller, en faisant un matching entre les bases de données qu'ils ont et puis les images satellites, d'aller faire la chasse aux piscines notamment. Oui, on a suivi ça de près cet été, effectivement. Donc là, pour le coup, les propriétaires d'une piscine également peuvent voir des régularisations d'impôts arriver, pour le coup. Exactement, parce que sur 2021, où ça a été testé sur 9 départements, c'est comme 10 millions d'euros d'impôts qui vont être distribués aux collectivités. Donc c'est vraiment le lien par rapport à ce que vous disiez avec la hausse également de la taxe, de la taxe foncière. Et c'est peut-être qu'un début, parce qu'il est prévu également que ce ne soit pas que les piscines. Donc 20 000 piscines ont été détectées en 2021 sur 9 départements, généralisation sur l'ensemble du territoire. Et puis demain, ça touchera peut-être, sûrement même, tous les bâtiments bâtis non déclarés. Donc les extensions, les garages, les grands abris de jardin, etc., etc. Donc mécaniquement, oui, ça va donner un angle grâce à l'intelligence artificielle qui a été mis en place pour aller chercher de la matière taxable qui n'était pas déclarée, parce qu'on doit déclarer quand on fait des constructions. Alors il y a deux côtés, il y a la partie administrative où déjà on peut s'exposer à des sanctions quand on n'a pas fait de demande préalable ou qu'on n'a pas le permis de construire pour réaliser l'objet en question. Oui, donc le risque c'est de devoir raser l'abri de jardin ou de refermer la piscine, c'est ça? Si c'est pas conforme, oui, en effet, aux règles d'urbanisme, au PLU, ça peut être une première sanction, mais il y a aussi la sanction fiscale où en effet on peut être redressé sur 4 ans. Il y a des intérêts de retard de 0,2 qui s'appliquent par mois et les projections qu'ont fait l'administration pour l'année prochaine, c'est 40 millions de recettes qui pourraient être distribuées aux collectivités par le biais de cette intelligence artificielle qui va faire la chasse aux non-déclarations. Mais alors, peut-être une question pour l'avocat fiscaliste, certes, mais aussi avocat quand même sur ce sujet-là. J'ai pas vu beaucoup de monde s'émouvoir du droit à la vie privée sur le sujet, alors qu'on va quand même regarder à l'intérieur, enfin chez les gens. Alors ok, on regarde des images satellites, mais on va regarder chez les gens. Juridiquement, ça tiendrait pas de dire vous êtes allé regarder chez moi sans mon accord? L'administration fiscale va de plus en plus loin. On a vu qu'elles avaient développé aussi une technique en matière de réseaux sociaux avec la possibilité de regarder
regarder s'il y avait un train de vie qui était décorrélé avec les revenus déclarés. Bon, on va se poser peut-être la question de l'atteinte à la vie privée. Bon, c'est des images satellites qui sont publiques pour tout le monde, donc l'administration utiliserait simplement des données qui sont aujourd'hui dans le domaine public. Pour trouver sa route, par exemple. Donc effectivement, ce serait où il faudrait interdire, enfin où il faudrait refuser cette utilisation pour tout, ou effectivement l'accepter pour tout. D'accord. Ouais. On va se poser la question exactement de l'atteinte à la vie privée. Bon, on voit que de plus en plus l'administration utilise des moyens qui leur permettent d'augmenter leur capacité de contrôle. Et donc leur recette, Frédéric Poilpré. Non, ce que je voulais compléter, c'est exactement ça, c'est l'utilisation de données publiques. Oui. Ce ne sont que des données publiques, notamment l'utilisation sur les réseaux sociaux. Le but, comme vous l'évoquiez, c'est en effet voir une différence entre le train de vie et puis les revenus effectifs, tout ce qui va être contrefaçon également, la domiciliation. C'est sûr que si on poste tous les 3 jours des photos au bord de sa piscine dans le sud et qu'on se déclare non résident, mécaniquement, et ce sont que des données publiques. Et ça a été encadré avec la CNIL, et bien évidemment. Alors c'est un test sur cette partie-là, mais oui, l'administration se dote de plus en plus d'outils pour éviter les fraudes, tout ce qui est fraude, évasion fiscale, etc. Ouais. Donc ça c'est pour les particuliers. Dernier sujet sur les particuliers, très rapidement, Pierre Elliott Blum, puis on verra si vous voulez réagir, Frédéric Poilpré, c'est la réforme des droits de succession. Je dis très rapidement puisque l'amendement n'a pas duré très longtemps. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, donc cette idée d'augmenter les abattements pour des donations en ligne directe mais aussi indirectes, et c'est, j'ai envie de dire, sorti aussi vite du projet de loi de finances 2023 que c'était rentré, donc ça veut dire qu'il faut l'oublier pour le moment. Bon, alors il y a eu énormément d'amendements sur la question de tous les bords politiques, et le gouvernement semble-t-il, ou non c'est pas semble-t-il, mais indiquerait que ce serait pas pour l'année à venir, que ce serait pas une urgence compte tenu des questions budgétaires actuellement de l'État. Oui, parce qu'il y avait l'argument, c'est de dire qu'il y aurait une perte de recettes pour l'État, c'est ça ? Exactement. Parce qu'on paierait moins de taxes évidemment sur les donations qu'on ferait à ses enfants, à ses neveux ou à ses nièces. Ouais. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est toujours un débat qui est assez présent, puisqu'on a un nombre assez important d'amendements qui sont d'ailleurs en corrélation avec les promesses des candidats à la présidentielle. Bien sûr. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le gouvernement ne souhaiterait pas mettre en place ces promesses présidentielles, ces promesses électorales tout de suite et repousserait à une année plus tard. Sachant qu'on peut lire quand même que ça devrait arriver sous le quinquennat Macron, mais pas forcément tout de suite. Autre sujet, alors là pour le coup il va falloir faire preuve de pédagogie. Frédéric Poilpré, le pacte du trail, lui pour le coup, voit des évolutions. Alors je caricature. Je l'exprime de manière très simple. Je vous laisse ensuite rajouter des détails. Le pacte du trail permet une exonération fiscale partielle, on parle de 75%, lorsque l'on transmet une entreprise. Sauf qu'il y a des conditions à respecter, des conditions notamment en matière d'activité industrielle de l'entreprise. Et là, on voit des évolutions, notamment sur le traitement accordé aux holdings. Exactement, alors, pas que, mais notamment, et en effet, juste pour reprendre ce que vous évoquiez, le Dutreil, c'est la possibilité de donner un outil économique en limitant à 5,6% les droits de donation si c'est fait en pleine propriété avant 70 ans. Mais pour avoir droit à ces avantages fiscaux, qui est en fait un abattement de 75% sur l'assiette, en effet, il y a des conditions de détention, des conditions d'activité, des conditions liées aux fonctions de direction également dans la société. Et en fait, on a eu un arrêt de jurisprudence en mai dernier qui est venu en fait annuler une position de l'administration qui indiquait qu'il fallait que l'activité économique, parce qu'en fait, ça ne marche que si on réalise une activité industrielle, commerciale, artisanale, etc. Et ça marche également sur le holding animatrice. Ce qui fait que si on cède son entreprise, par exemple, en cours par le biais d'une holding et qu'on vend ses filiales et qu'on se retrouve cash riche et qu'on n'a plus cette continuité d'activité, l'administration avait posé dans sa doctrine le fait qu'il fallait une pérennité de l'activité pendant tout le Dutreil. Pour éviter les abus. Exactement. Le but, c'est pas de transmettre du cash dans de bonnes conditions, mais bien un outil économique avec une dynamique de reprise par les héritiers à qui on transmet la société. Et donc, il y a eu un arrêt de jurisprudence en mai dernier qui a dit que cette doctrine administrative était illégale. Donc, elle a été supprimée. Donc, on s'est retrouvé entre mai et la loi de finances de cet été, rectificative, avec un environnement flou. Un environnement plutôt favorable, je dirais, oui et non, parce qu'après il y a des effets rétroactifs toujours sur les lois de finances, mais en fait on était dans cette période-là, on était en effet face à une non-nécessité d'avoir une activité économique pour bénéficier des avantages du Dutreil, ce qui était contraire à l'esprit de la loi. Bien sûr. Donc la question tout en sachant que ça ne plaisait pas à l'administration fiscale quand même. Oui, et puis c'est pas l'objet, c'était pas le but du pacte Dutreil. Donc la question qu'on s'est tous posée en tant que professionnels, c'est pendant combien de
même temps, ça allait durer. Et ça n'a pas duré très longtemps. Ça a duré 6 mois. À peine, parce que la loi de finances de cet été est revenue dessus et a remis comme obligation, et cette fois c'est écrit dans la loi, c'est gravé dans le marbre, comme quoi il faut une pérennité de l'activité économique pour avoir droit au Dutreil. Alors maintenant, ça soulève encore plein de questions, bien évidemment, sur l'effet rétroactif. Est-ce que ceux qui ont vendu avant et autres, etc. Voilà, il va se poser des questions, bien évidemment. Et puis pour rebondir sur l'actualité, en effet, de la loi de finances, on l'a vu, sur les 3000 amendements qui ont été posés lors du projet de loi de finances de cette année, le Dutreil a été évoqué, bien évidemment, avec les deux opposés, c'est-à-dire sa suppression ou son amélioration, allant jusqu'à 90% d'abattement, tout dépendait de la couleur politique qui portait le projet. Donc oui, le sujet du Dutreil est toujours d'actualité, et peut-être que d'ici 2024, le gouvernement parle de 2024 pour réformer les droits de succession, peut-être que dans cette réforme globale des droits de succession, on aura également des compléments avec le Dutreil, hormis, je dirais, le fait d'avoir mis un patch sur quelque chose qui était donc là, en fait, Pierre Blum, on est venu confirmer une décision qui avait déjà été, qui était déjà une condition qui était déjà présente et qui avait été annulée donc pendant quelques mois. Mais le pacte Dutreil peut encore évoluer. Ça veut dire qu'on est dans une situation d'instabilité fiscale sur la transmission d'entreprise actuellement, ou en tout cas on n'est pas totalement rassuré sur le sujet. Ça dépend des bords politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui le pacte Dutreil est remis en cause par évidemment une partie de l'hémicycle politique. Oui, c'est considéré comme un cadeau. Exactement, qui envoie comme une énorme niche fiscale qui permet de transmettre quasiment en totale exonération. Alors c'est pas une totale exonération, mais avec une exonération assez conséquente d'une entreprise au profit d'enfants de membres de la famille. Au cas particulier, le cas de ce qui s'est passé cet été avec une décision de jurisprudence qui était simplement venue consacrer le caractère illégal de la doctrine, parce que la doctrine rajoutait à la loi, et la doctrine ne peut rajouter à la loi, a été tout de suite atténuée par la loi du 16 août 2022 qui est venue consacrer en réalité la doctrine administrative en indiquant que le caractère opérationnel devait être présent à la fois pendant l'engagement collectif et surtout et l'engagement individuel. En matière justement de stabilité fiscale, on rappelle aussi quand même que le prélèvement forfaitaire unique reste d'actualité pour un certain nombre de placements. Je voudrais dire un petit mot, il nous reste une minute peut-être avec vous, Frédéric Poilpré, de ces fameux super dividendes. Alors eux aussi sont concernés aujourd'hui par le projet de loi finance 2023, on les a vus défrayer la chronique. Ils pourraient être un peu plus encadrés pour le coup. Ou en tout cas, ça fait l'objet d'un amendement déposé. Alors c'est un amendement qui a été déposé, qui a été validé également, mais là, ce qu'on attend, aujourd'hui, le gouvernement a la possibilité de jouer le 49.3, qui permet en fait d'imposer le projet législatif. Et il y a deux mesures qui ont été adoptées contre la volonté du gouvernement, c'est-à-dire en effet la mise en place de cette taxation des superdividendes et également le rétablissement de l'exit tax sur le régime antérieur à 2019. À savoir, il fallait, après le départ, conserver au moins 15 ans les titres, alors qu'aujourd'hui, on doit conserver qu'entre 2 et 5 ans. Et Bruno Le Maire s'est exprimé hier, il a dit que, on est dans l'attente de l'activation du 49.3. C'est demain la deadline pour activer le 49.3. Il y a des chances qu'il soit activé, enfin tout du moins c'est ce que dit aujourd'hui le gouvernement. Et tout ça pour dire quoi ? C'est que ces deux grandes réformes qui sont la taxation des superdividendes à 35%, donc en fait ce serait une hausse de 5% par rapport à 35, pour répondre à votre question, pardon. Ce serait passé de 30 à 35 sur les superdividendes et sur les rachats d'actions, ça toucherait les deux. Alors ça toucherait pas toutes les entreprises, il faut réaliser plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires, il faut avoir des superdividendes, il faut avoir des super profits également, il faut que ça soit une hausse de 20% par rapport à la moyenne des 5 dernières années. En fait, le Bruno Le Maire l'a évoqué hier. Si le 49.3 est activé, ces deux amendements qui ont été votés contre la volonté du gouvernement actuel, ça devrait sauter. On va se retrouver plutôt logiquement par rapport, en effet, à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à une certaine stabilité fiscale. Si jamais le 49.3 est activé. S'il est activé. Mais vu les difficultés aujourd'hui qu'a le gouvernement par son absence de majorité, par son absence de majorité, c'est un combat législatif aujourd'hui avec, on l'a vu, 3000 amendements posés, donc forcément qui partent dans tous les sens. Il va falloir un moment tranché parce que... On va devoir finir là-dessus, malheureusement, c'est dommage parce qu'on aurait pu en parler plus longtemps. Merci beaucoup en tout cas Frédéric Poilpré, directeur ingénierie patrimoniale au sein de le 29H au sein de Société Générale Private Banking. Merci également Pierre-Elliott Blum, avocat fiscaliste associé au sein du cabinet BDB Law. Et quant à nous, on se retrouve demain à 13h sur Bismart.